Life is Strange, c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait le premier jeu il y a des années et comme pour beaucoup de gens, ça a été un choc. Dans le bon sens évidemment. On suit Max, une étudiante qui revient dans sa ville natale et qui retrouve Chloé, son amie d'enfance. Elle découvre aussi en même temps qu'elle possède un pouvoir, elle peut remonter le temps. Elle va utiliser ce pouvoir pour aider Chloé à retrouver Rachel, une de ses amies qui a disparu mystérieusement. Elle découvre finalement que tout est orchestré par Jefferson, le professeur de photographie de leur lycée qui kidnappe et tue des élèves. Les personnages sont très bien écrits, le scénario est prenant et les graphismes, même s'ils sont un peu datés aujourd'hui, ont une patte bien particulière qui les rend vraiment mélancoliques. Le second jeu est pour moi tout aussi incroyable. On y suit deux frères qui perdent leur père suite à une bavure policière et qui, recherchés par la police, se mettent à fuir à travers les États-Unis. Je respecte vraiment la décision d'en faire une série anthologique, c'est-à-dire qui suit de nouveaux protagonistes à chaque jeu. Les thématiques sont différentes et plus adultes, on a l'impression que c'est l'opposé du premier jeu, tout en lui ressemblant étrangement, et ça marche du tonnerre. Après le succès du premier jeu, Square Enix a voulu capitaliser sur ses personnages, et c'est comme ça qu'est né Before the Storm, un jeu plus modeste qui se présente comme un préquel où on suit Chloé et Rachel avant l'arrivée de Max. Ce jeu n'est pas réalisé par les développeurs des deux premiers jeux, Dontnod, mais par un nouveau studio, Deck9. Le jeu est assez bien, et malgré quelques incohérences par-ci par-là, on retrouve bien l'ambiance du premier jeu, c'est un pari réussi. Et pour moi, c'est à partir de ce moment que tout va partir en vrille. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en interne, mais en tout cas, un troisième jeu est annoncé, Life is Strange True Colors, réalisé par Deck9. Il semble que Dontnod ait perdu les droits de la licence. Contrairement à Life is Strange 1 et 2, True Colors ne fera pas l'unanimité. Pour moi, il n'est ni vraiment bon, ni vraiment mauvais, il est plutôt moyen et je le trouve aussi assez oubliable. Il y a quelques mois, un nouveau Life is Strange est annoncé, Double Exposure. Et rien que la description du jeu m'inquiète énormément. On parle de la suite des aventures de Max des années après le premier jeu. Apparemment, la fin que l'on a choisie dans le premier jeu influencera l'histoire de celui-ci. En effet, à la fin du premier jeu, on doit choisir entre laisser Chloé mourir et sauver notre ville d'une tempête, ou sauver Chloé et laisser notre ville se faire détruire. L'idée de ramener Max me semble être motivée uniquement par l'argent et être un aveu d'échec. La licence refuse de passer à autre chose et d'oublier le passé. Pour la première partie de cette vidéo que vous venez d'écouter, je n'ai pas encore joué au jeu. Avant d'y jouer et de le finir entièrement, je vous donne ce que je pense être la recette pour un bon Life is Strange. Un scénario au centre du jeu et des personnages intéressants, des thématiques jamais abordées dans les jeux précédents et surtout beaucoup d'originalité. Il faut pouvoir partir le plus loin possible de ce qui a été fait avant et tenter malgré tout de garder le même style. C'est extrêmement dur, mais si c'est bien fait, cela donne un jeu incroyable. Le problème avec ce jeu, c'est que ça va être compliqué d'être original en réutilisant les mêmes personnages. Et vu que le jeu ne sera pas une suite de l'intrigue du premier, le fait de reprendre son personnage principal semble être plutôt une mauvaise idée. Sur ce, je pars faire le jeu, et vous passez à la seconde partie de la vidéo, le résumé puis la critique de Life is Strange Double Exposure. Je vais commencer par vous faire un résumé rapide du scénario du jeu, puis j'entrerai plus dans les détails de la fin, et je donnerai ma critique définitive. Dans Life is Strange Double Exposure, on incarne donc encore une fois Max Caulfield, plusieurs années après les événements d'Arcadia Bay. Elle travaille comme professeure de photographie dans l'université de Caledon aux États-Unis. Elle s'est fait de nouveaux amis, Moses, un scientifique fan d'animé et de jeux vidéo, et sa fille, la fille de la directrice, une poétesse qui rêve de se faire publier. Un soir, elle retrouve sa fille morte, une balle de pistolet dans le cœur, commence alors une longue enquête pour retrouver le meurtrier. Max découvre aussi qu'elle a un nouveau pouvoir, elle peut voyager entre deux réalités parallèles. La sienne, où sa fille est morte, et une seconde où sa fille est encore en vie. Elle va utiliser ce pouvoir pour en apprendre plus sur tous les personnages du jeu et enquêter sur eux. Pendant son enquête, elle va remarquer que de nombreuses personnes semblent avoir des problèmes avec un double d'eux-mêmes. Luca Colmenero, un professeur, va raconter que son fils l'accuse de lui avoir raconté des horreurs alors qu'il n'a rien fait. Et la docteure Hunter affirme qu'une caméra l'a filmé en train de vendre de la drogue à des élèves alors qu'elle n'a rien fait non plus. Max va même finir, avec l'aide de Moses, par retrouver l'appareil photo de sa fille, et la dernière photo prise montre Max en train de la tenir en joue. À ce moment-là, évidemment, tout le monde se dit que les pouvoirs de Max dérèglent le multivers et que des variantes des personnages principaux se baladent librement.
Et si ça avait été ça, ça aurait toujours été mieux que ce qu'ils ont trouvé. Max rentre chez elle un soir et voit que quelqu'un s'est introduit chez elle par effraction. Elle poursuit l'intrus qui s'avère être elle-même. Après une longue course-poursuite, il est révélé que l'intrus n'était pas un variant de Max, mais, roulement de tambour, sa fille, qui elle aussi a un pouvoir. Elle peut se métamorphoser en n'importe quelle personne qu'elle voit. Ou en tout cas, elle peut modifier la perception physique que les gens ont d'elle pour faire croire qu'elle est quelqu'un d'autre. Les deux filles discutent et c'est là que le scénario du jeu prend un tout petit peu plus de sens. Laissez-moi vous expliquer. Sa fille avait une amie qui s'appelait Maya Okada. Un jour, Maya envoie une rédaction à son professeur, Luca Colmenero. Ce dernier la vole, écrit un livre à partir de cette rédaction et devient célèbre. Il refuse d'avouer la supercherie et folle de rage, Maya se suicide. Pour empêcher le tragique événement de révéler la supercherie et de nuire à la réputation de l'établissement, la mère de sa fille, Yasmine, fait courir la rumeur que Maya était dérangée. C'est donc pour ça que sa fille s'est transformée en Lucas et a raconté des horreurs à son fils. Mais attention, elle n'a pas fait que ça. Persuadée que la Dr Hunter a fait annuler son contrat d'édition pour son recueil de poèmes, c'est aussi elle qui a vendu de la drogue en prenant son apparence. Si ça vous semble tordu et compliqué, c'est pareil pour moi. Tout ça culmine lorsque Max et sa fille décident d'humilier Lucas devant tout le monde lors d'une fête pour le faire payer. Elle révèle la supercherie à toute l'université et fou de rage, Lucas révèle à sa fille quelque chose qui la fait vriller. Elle utilise ses pouvoirs sans s'en rendre compte pour manipuler tout le monde et s'enfuit. Max la retrouve à l'endroit où sa variante s'est fait tuer en train de menacer sa propre mère avec un pistolet. Vous vous demandez sûrement ce qu'elle a pu apprendre de si terrible pour menacer sa mère. Eh bien, elle a appris que c'est sa mère qui a fait annuler son recueil car il parlait trop de Maya et qu'il pouvait nuire à l'université. Et ça a suffi. Sa fille est super violente, dis donc. Elle tire dans l'épaule de sa mère et pour empêcher ça, Max se sert de son ancien pouvoir et remonte le temps grâce à une photographie. Elle se retrouve avec un pistolet devant sa fille, pile le jour où cette dernière est morte. Devant elle, elle retrouve la tempête du premier jeu, sûrement causée par l'utilisation abusive de ses pouvoirs. Tout le monde s'attend à ce que Max la tue et finisse l'histoire. Mais non, elle jette le pistolet et les deux foncent dans la tempête. C'est alors le début de l'épisode final. Il suit à peu près le même schéma que l'épisode final du 1. Max se retrouve dans une sorte de projection de son cerveau, puis dans les deux univers, compilés en un seul. Elle va devoir retrouver tous les personnages principaux et leur enlever le morceau de sa fille qu'ils ont en eux en les photographiant. Une fois cela fait, elle se retrouve face à la vraie Safi qui lui propose un choix. L'attendre pendant qu'elle voyage dans tout le pays pour trouver d'autres gens avec des pouvoirs pour diriger le monde et rejoindre son armée, ou alors la laisser seule. Si on choisit de la suivre, elle nous fait un câlin et puis elle s'en va, et si on choisit de lui dire poliment d'aller se faire voir, elle se transforme en nous-mêmes et part avec la démarche d'un antagoniste. On arrive ensuite à l'épilogue du jeu. Les deux réalités sont devenues une seule et tout le monde a ses souvenirs en double. Max essaie de les soutenir. Fin du jeu. Bon, maintenant soyons honnêtes, c'était quoi cette fin éclatée au sol ? Absolument rien dans cette fin n'a de sens. Pourquoi Safi braque sa mère ? Pourquoi Max peut juste ne pas tuer sa fille sans conséquence sur sa ligne temporelle actuelle ? Pourquoi foncer dans la tempête les amène autre part ? Pourquoi on passe d'une plongée dans le cerveau de Max aux deux réalités compilées ? Comment les deux réalités peuvent se compiler ? Et pourquoi photographier des gens leur fait perdre leur part de Safi ? Et ce n'est pas tout, je n'ai pas tout dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un énorme problème dans l'utilisation du multivers dans ce jeu. Les variants n'ont aucun sens. Je m'explique. Dans les deux univers, il y a à chaque fois deux mêmes personnages. Deux Moses, deux Safi, deux Lucas, etc. Alors pourquoi n'y a-t-il pas deux Max ? Où est passée la Max de cet univers ? Est-ce que l'autre la remplace quand elle change d'univers ? Mais alors, que se passe-t-il ? Est-elle consciente ? Ou alors a-t-elle des trous de mémoire ? Ça n'a aucun sens. Ensuite, Max remonte le temps dans l'univers où Safi est vivante, et se retrouve dans l'univers où elle est morte, et ne la tue pas. Donc il devrait y avoir deux Safi, ou pas ? Encore une incohérence. Ensuite, même sans parler d'incohérence, la fin est complètement ridicule. Les pouvoirs dans Life is Strange ont toujours été des métaphores pour aider à comprendre les personnages auxquels ils appartiennent.
Max, qui n'a pas confiance en elle et en ses choix, peut remonter le temps par exemple. Ici, le concept est présent mais presque tourné en ridicule. Sa fille veut partir à la recherche d'autres gens avec des pouvoirs. Et créer quoi? Les Avengers? Ça ressemble tellement pas à Life is Strange. Oh, attendez, apparemment il y a une scène post-crédit. Your choice. Avengers! Assemble. Passons à la critique du jeu en général. Si je commence par les points positifs, je dirais que le jeu est bien mieux rythmé que dans les jeux précédents. Il se passe quelque chose à chaque épisode et on a toujours envie de continuer. Ensuite, la mise en scène est parfois assez intéressante, comme dans la scène où on retrouve Safi morte, ou dans la tête de Max au début du dernier épisode. Pour finir, il est très bien montré dans le jeu que les événements du premier n'ont pas laissé Max indifférente. Elle est traumatisée et hantée par son passé. Elle revoit Chloé partout et tient même un journal où elle lui parle sans arrêt. L'ombre de Jefferson est aussi tout le temps présente, que ce soit dans les dessins de Max ou dans son cerveau. Il la hante et la mise en scène est particulièrement bien quand on l'évoque. Je crois que mes compliments s'arrêtent là, alors passons au négatif. Le scénario est horriblement mal écrit. Il commence de manière pas mal, puis se dégrade à chaque épisode. On commence avec beaucoup de questions, et on finit avec encore plus de questions et des réponses stupides. La musique du jeu est magnifique, mais elle est presque toujours mal placée ou inintelligible. C'est donc une occasion ratée. Les personnages sont inintéressants au possible. À part Moses, que j'ai bien apprécié, je n'ai pas pu me soucier d'eux, ni m'impliquer dans leur histoire parce qu'ils ne sont pas très bien écrits. Plus grave encore, le concept même du jeu, c'est-à-dire le multivers, est vraiment mal utilisé dans l'histoire. On dirait que les développeurs voulaient à tout prix faire un jeu dessus, mais que les scénaristes n'ont pas suivi. Contrairement au 1 où le concept de voyage dans le temps était clair et bien expliqué, ici rien n'est expliqué, et il faut deviner la moitié des règles illogiques de leur multivers par soi-même. Enfin, et c'est ce que je trouve le plus stupide, Max reviendra. Vous l'avez vu dans la scène post-crédit, ce n'était que le début. La seule raison pour laquelle il aurait pu être intéressant de faire revenir Max, ça aurait été pour clôturer définitivement l'arc de son personnage. Non seulement ça nous prive d'une vraie fin, mais ça casse encore plus le principe de série d'anthologie établi par les anciens développeurs. Apparemment, l'argent est plus important que la volonté artistique. Enfin, d'après Square Enix.